Donc, je vous remercie d'être venu si nombreux ce soir. Et merci surtout à M. Larquide qui va nous expliquer un petit peu ce que c'est le tissage basque. Parce que bon, il a le mérite d'être implanté au Pays Basque. Et avec un nom, comme je lui disais, un nom béarnais, parce que souvent on disait que le linge basque était fait du côté d'Orthez ou de Naï. Alors le revoir implanté ici, c'est fabuleux. Oui, c'est un peu vrai, oui. Voilà. Ouais, ah, merci. Voilà. C'est déjà mieux de le faire dans le 64 que de le faire au Portugal ou... Voilà. Ouais. C'est tout le mérite. Faut positiver déjà. Dans la région et puis dans le nouvel établissement comme vous avez. Voilà. Donc je vous laisse la parole. Voilà. Merci. Expliquez-nous ça. Et merci à vous de le faire ici. Bonsoir à tous et merci d'être venus. Donc, à la demande de Monsieur le Père, on va faire une petite visite donc de la paire d'ailleurs. La paille, ils sont deux. Le Père, c'est le teinturier. C'est pour ça on va faire une petite visite de l'atelier, donc en commençant par un peu l'historique de la société. Vous parler un peu du linge basque et ensuite aller voir sur place le fonctionnement des métiers à tisser, voir comment fonctionnent les métiers à tisser. Alors il faut savoir qu'ici c'est une petite entreprise. Alors, à l'origine, c'est mon arrière-grand-père, qui est là en photo, là, qui a créé la société à Oloron, de l'autre côté du département. Vous êtes tous du département. On est tous du coin, du Gabé. Donc il a créé en 1910 une société, un tissage. Il était issu d'une famille d'agriculteurs et puis bon, vu que l'agriculture c'était pas florissant à l'époque, c'est sa femme qui lui aurait dit, bon, Anastasie qui est là, qui lui aurait dit, bon écoute, ça serait bien qu'on se lance un peu dans le tissage. Donc tu vas aller faire un petit stage dans le nord de la France où il y avait déjà des tissages. Et il est parti quasiment 1 an, il est revenu pour monter un tissage de toile à espadrille. Donc, parce qu'au départ, la société faisait exclusivement de la toile à espadrille, qui était un produit très développé à l'époque. Et il faut savoir que le tissage, bon, c'est quelque chose de très ancien. En revanche, dans la région, les premiers tissages mécaniques ont été installés dans les années 1790 sur Pau. Le premier a été du côté de Pau, dans la région de Pau. C'était les établissements Béguet. Et ensuite, ça s'est développé tout au long du 19e. Mais au départ, pourquoi à Pau? C'est parce que c'était avec la force hydromotrice. Donc, le long des gaves s'installaient les tissages. Donc, petit à petit, il y a eu Pau. Ensuite, Naï, ça s'est reporté sur Naï, toujours en suivant le gave. Ensuite, il y en a eu sur Oloron. Il y a eu pas mal de tissages. Et mon arrière-grand-père, lui, a monté un tissage de toile espadrille qui était un produit de plus en plus demandé, avec Mauléon, qui était quand même le cœur de fabrication déjà à l'époque de l'espadrille. Lui fournissait la toile et le montage des espadrilles se faisait sur Mauléon. Et il faisait travailler énormément de monde, puisqu'il y avait aussi énormément de couture à façon, à domicile, qui faisait travailler un monde fou au niveau de l'espadrille. Donc, en parallèle, si vous voulez, il y a eu du tissage de tissus de maison, draps, tissus pour la maison et pour les vêtements, et l'espadrille. Bon, donc petit à petit ça a évolué et petit à petit l'espadrille est resté une activité très importante au détriment du linge qui petit à petit a diminué parce qu'il y a eu une grosse concurrence qui est apparue, comme partout. Il n'y a pas eu qu'un tissage dans le sud-ouest, mais l'espadrille est resté parce qu'étant un produit de la région, l'espadrille est resté très longtemps un produit très, très demandé et très développé. Et ça jusque dans les années 80. Donc pendant 3 générations, on a fait de la toile à espadrille quasiment exclusivement. Et ensuite, dans les années 80, le problème qu'il y a eu, c'est les importations d'espadrilles chinoises. Les premières espadrilles sont arrivées, ont tué quasiment le marché de l'espadrille français et du sud-ouest. Donc il reste un peu d'activité espadrille. Nous faisons toujours un peu de toile à espadrille, mais exclusivement pour notre propre collection aujourd'hui. Il y a encore des fabricants à Mauléon, mais ça a été divisé par 10 ou 12 la production sur Mauléon depuis 80. Donc, à ce moment-là, les établissements Lartigue, il a fallu trouver une reconversion, trouver un autre produit. Alors, mon père faisait déjà du linge basque dans les années 60, mais vraiment marginalement par rapport à la production de toile espadrille. Et dans les années 85, le linge basque est devenu l'activité principale. Donc on s'est rééquipé pour faire du linge, parce que ce ne sont pas les mêmes métiers. Les métiers de toile à espadrille sont des métiers qui font de la petite
de la toile en petite largeur de 15 de large, je crois que j'en avais là, alors que le métier de toile pour faire de la nappe, c'est des métiers de 160, 190 ou 230 de large. Donc on s'est rééquipé et on a redémarré avec une nouvelle activité qui est le linge basque. Alors le linge basque, on ne l'avait pas inventé, ça existait déjà. C'est un linge qui existe depuis, qui est tissé au Pays Basque, comme disait monsieur, bon, au départ c'était fait au Pays Basque mais dans le Béarn aussi. Mais il y avait des tisserands itinérants à l'époque et qui ne tissaient que du lin. Le lin parce que c'était une culture qui était possible dans la région, que l'on filait dans la région, que l'on tissait dans la région. C'était ce qu'on appelle le circuit court, hein, ce qui vaut à l'époque, et on y revient, on cherche, hein, on y revient, voilà. Mais ceci dit, bon, le lin petit à petit a disparu au détriment du coton. Quand le coton est arrivé au début 20e, c'était plus simple à utilisation comme matière et petit à petit le lin a disparu. Alors on a encore du lin qui est fait en France, qui arrive de Normandie et que l'on associe beaucoup avec du coton pour un métis coton-lin, mais la majorité de nos produits aujourd'hui c'est du coton. Alors comment on travaille? C'est-à-dire que maintenant moi j'achète du coton. Attendez, je me perds un peu. Est-ce que au niveau de l'historique, je ne veux pas non plus trop en rajouter? Ça va? Bon, après, oui, pardon, sur le linge basque, j'étais sur le linge basque qui se faisait exclusivement avec du lin. Alors donc, d'abord avec des tisserands itinérants fin 19e, début 20e, et petit à petit avec les mécanisations, on en est arrivé à tisser avec des métiers mécaniques entraînés par les gaves et l'eau à l'époque, et petit à petit, au moment de l'électrification, il y a un développement des tissages dans les régions comme Oloron, où ça se fait de façon électrique, avec des entraînements de moteurs électriques. Et ce linge basque, 100% lin, était utilisé aussi, on utilisait aussi du lin teint, mais avec des coloris naturels à l'époque. Donc c'est pour ça qu'à l'époque, on avait des tissus unis en lin, avec des rayures bleues, qui était le colorant le plus facile à utiliser. Les rayures étaient bleues, et ensuite a évolué ce linge, et sont apparues les 7 rayures qu'on connaît, les 7 rayures basques, avec les 7 provinces que compose le Pays Basque, et que l'on a commencé à voir apparaître, et qui était le début du linge basque, si vous voulez. Donc ce linge basque qui s'est développé après la Seconde Guerre mondiale et l'arrivée des touristes au Pays Basque. Alors il est devenu linge basque, effectivement, à partir de ce moment-là. C'est au moment où il a commencé à être diffusé dans la région basque, effectivement, tout en étant encore tissé, effectivement, pas mal dans le Béarn, mais diffusé au Pays Basque, qui s'est appelé le Pays Basque, le linge basque, je vais y arriver. Alors aujourd'hui, ces rayures ont beaucoup évolué, hein, c'est les 7 rayures, il a fallu les rénover, parce qu'à un moment, on tournait un peu en rond, on a fait évoluer les coloris des 7 rayures, mais à un moment, il a fallu que ces rayures évoluent. Et c'est dans les années 95 qu'on a commencé à voir apparaître ce qu'on appelle les bayadères, c'est-à-dire ces associations de multitudes de coloris sur un même tissu, comme on en voit certains là sur le côté. Là. Et ça date des années 95, si vous voulez, et qui est devenu aujourd'hui le produit phare du linge basque. Alors nous, en tant que tisserands, on tient quand même à avoir la collection complète. On a encore le linge traditionnel, avec fond écru et rayures, les 7 rayures basques, les bayadères, et après des produits un peu plus sophistiqués, ce qu'on appelle des damassés, avec des fonds travaillés, avec du relief, des couleurs différentes et des associations de tissage différentes sur un même tissu. Voilà. Donc, ça c'est en tant que tisserand, on se tenait d'avoir quand même une collection bien complète, tout en restant dans le tissage traditionnel. Alors, la grosse différence, effectivement, c'est que donc on est installé depuis 1910 sur Oloron, et il y a 4 ou 5 ans, je me suis dit, il faut quand même, en faisant du linge basque, il faut venir quand même au Pays Basque. Alors, sous quelle forme? Alors, il y avait plusieurs possibilités. Je suis venu vers aussi à Pays Basque. C'est vrai? Bon, vous voyez, on a eu la même démarche. Mais bon, venir ici et s'implanter au Pays Basque, il y a eu plusieurs façons, c'est-à-dire comme on avait déjà le tissage, une collection sur Oloron, j'aurais pu arriver, mettre un magasin à Saint-Jean ou à Biarritz, et arriver sous cette forme-là. Mais il m'a semblé important, parce que je m'aperçois qu'effectivement cette activité de tissage est en train de disparaître complètement, puisqu'il faut savoir qu'aujourd'hui on n'est plus que 3 dans le département, un à Saint-Palais qui est au Natis, et un autre à Orthès, Moutet. Et nous ne sommes plus que 3 à faire du linge basque.
Donc maintenir cette activité, c'est important aussi de montrer notre savoir-faire. Donc j'ai décidé que ça serait un magasin, mais associé à un atelier. Donc c'est pour ça que j'ai monté aussi un atelier. Alors c'est pas simple, effectivement, je pense que ça va être un peu plus simple que ça, mais donc l'atelier qu'on a installé est en cours de finition, puis ça fait même pas 1 an et demi qu'on est là. Donc on a fait le bâtiment, on a commencé à installer le magasin, et l'atelier est en cours on est en train de terminer, je voudrais qu'il soit terminé cette fin d'année. Seulement notre technicien, parce qu'on n'est pas 5 ans, n'est pas là depuis 2 mois maintenant, donc on ne gagne pas de temps pour l'instant, loin de là. Mais bon, il sera en place et définitivement opérationnel à partir de la fin de l'année. Et après, on a aussi un atelier de confection où on parlait du circuit court, c'est-à-dire à partir du moment où on produit, on confectionne et on vend sur place, on est vraiment sur le principe même du circuit court aujourd'hui. Alors, juste, oui. non, il faut préciser les choses. Parce que vous pensez qu'il y a beaucoup de marques qui produisent au Pays Basque qui s'appellent le linge basque. La réalité est celle qui vous a été dite. Voilà, c'est pour ça. Les autres, ils vendent du linge basque qui est fabriqué quelquefois en Europe et quelquefois même pas en Europe. D'accord? D'accord. Oui, alors Monsieur Lapère m'a devancé, donc Non, mais... on y arrivait doucement, on y arrivait. Donc, effectivement, ces 3 tissages font du linge basque que l'on peut appeler garantie d'origine. Puisqu'il faut savoir quand même pourquoi garantie d'origine. Je regarde toujours ce monsieur là qui m'a vu arriver ici en me disant mais vous avez un nom béarnais, ce qui est exact. L'Artigue c'est pas basque, c'est béarnais. Mais pour le linge basque, il faut savoir qu'en 1953 il y avait un syndicat du linge basque. Il y avait une quinzaine ou entre 15 et 20 tissages entre Pau, Naï, Oloron et le Pays Basque qui faisaient du linge basque. Aujourd'hui, on n'est plus que 3. Et donc, ils avaient créé un syndicat du linge basque pour justement défendre déjà la garantie d'origine. Et appeler ça linge basque. Et c'était ces seuls tissages qui pouvaient sortir un produit avec le macaron linge basque garantie d'origine. Même sur le Béarn. Il fallait être implanté sur les Basses-Pyrénées de l'époque. Voilà. Pour avoir cette possibilité-là. Aujourd'hui, on est obligé de se battre, comme dit M. Lapère, on est en train d'essayer, parce qu'on n'est plus que 3, avec Moutet, le gouvernement, le nouveau gouvernement a décidé de remettre en place les IGP, qui était une garantie géographique protégée pour les produits de bouche, uniquement. Et ils sont en train de dire qu'il faudrait le passer pour des produits manufacturés. Et donc, le linge basque a été retenu parmi les 100 produits en France pouvant bénéficier de l'IGP. Mais là, il va falloir créer un dossier qui ne va pas être simple pour pouvoir bénéficier de ces IGP et savoir dans la charte qui sera rédigée à quel moment on peut bénéficier de l'IGP. Est-ce que c'est au moment de la production, de la confection? Bon. Et moi, je tiens que ce soit la production. Voilà, ça qui paraît logique. Produit sur le territoire. Bon. Il faut savoir que c'est quand même toujours très compliqué. Ouais, c'est compliqué. Le fil, il n'est pas basque. La teinture, elle est peut-être basque. Elle est à Naï. Voilà. 64, à mon avis, ça va. Non, mais ça va. Ça va jouer. Le fil, on peut Mais pas c'est faire l'histoire autrement. du gâteau basque. Le gâteau basque, le sucre, il n'est pas basque. La farine, elle n'est pas basque. La vanille, non. La vanille, elle n'est pas basque. Les œufs, peut-être. Les cerises aussi. Mais sûrement pas. Donc vous voyez que c'est pas facile. Non, c'est pas facile, non, effectivement. Alors donc, Surtout qu'il y a en même temps, vous imaginez bien, un lobby de gens qui n'ont pas envie que ça avance. C'est l'histoire du port basque et d'autres choses dans d'autres domaines. Alors nous, effectivement, ce qu'on voudrait qu'on reconnaisse, c'est la garantie d'origine production, qu'on puisse le mettre sur nos produits. Après, qu'il y en ait d'autres qui fassent du linge, il ne faudrait plus qu'ils disent basque, linge basque. Ça va être compliqué. Ils diront linge style basque ou ce qu'ils veulent, mais il faudrait linge basque garantie d'origine bien précisément marqué sur nos produits. Et après que le client soit protégé, mais notre produit aussi, mais le client aussi protégé par rapport à ses choix. C'est-à-dire, moi je veux que sur un étal de Saint-Jean-de-Luz, il y a nos produits, on pourra le distinguer avec ce macaron, et que la personne fait le choix. Après, chacun a son budget, je le conçois aussi. Hein. Bon, le linge qui est fait ici, c'est pas le même que celui qui arrive de Roumanie.
qui aura un peu le même principe, des rayures, mais qui sera peut-être imprimé au lieu d'être tissé teint. Enfin bon, voilà. Quand on connaît pas bien le principe du tissage, on peut se faire avoir très facilement. Hein, ça, c'est évident. Bon, enfin bref, donc Alors, on va se battre pour Ça ça. pose une deuxième question, qui est Ah. celle qu'on va voir maintenant, donc, qui est la question du consommateur. Est-ce que le consommateur d'un certain produit ou d'un certain domaine choisit les produits parce qu'il y a origine, ou peut choisir les produits? Vous avez vu sûrement il y a une quinzaine de jours un reportage sur les produits d'origine agroalimentaire et en particulier le fromage. Et dans le fromage basque, 80% de la production de fromage basque est faite avec du lait qui ne vient pas du Pays basque. Ouais. Des marques et Torquay est une marque superbe qui est produite entre autres à Moléon, mais avec du lait qui vient du Massif central. Mais le consommateur, lui, croit que, et il trouve que c'est bon. Le problème, c'est ça, c'est qu'il y a l'histoire de marque. Non, j'ai pas dit que c'est mauvais. Oui, mais monsieur Lapère, est-ce que Torquay... Votre combat, il devrait être lié au béret basque, à l'espadrille, et tout ça peut faire... Parce que les espadrilles, Ouais, c'est pareil. c'est une idée aussi. Les espadrilles, c'est pareil. Il y en a un paquet qui vise à Moléon et qui sont produits ailleurs qu'à Moléon. Mais Il y a un exemple récent il y a- dont peut-être ça peut inspirer, c'est l'aïeul. L'aïeul qui était complètement réparti partout avec du l'aïeul chinois et ce que vous voulez, est redevenu l'aïeul. Et avec interdiction aux autres de l'utiliser, l'appellation. on peut plus appeler l'aïeul maintenant? Non, c'est pas aussi clair que ça. C'est pas fini. Je ne suis pas convaincu, oui. C'est pas fini, c'est pas fini. Non, c'est pas fini malheureusement. Malheureusement. Ils n'ont pas déposé. Ils l'ont Non, pas c'était déposé. pas déposé, c'était ça le combat. Oui, mais je crois pas que ça soit. Ah, enfin, moi, Bon. ce que j'ai lu, c'est fait. Bon, après, c'est vrai que c'est un combat. Et après, mais après, Torquay, je sais pas s'ils se prétendent être. Il y a écrit fromage basque. Il y a écrit Il y a écrit fromage basque. Il n'y a pas écrit Voilà. AOC. Il n'y a pas AOC. Voilà. Il n'y a pas AOC au Solidarité. Non. Ils n'en veulent pas. Mais ils disent fromage basque. D'accord. Non, mais je suis tout à fait. Bon, après, effectivement, chacun va se battre dans son coin. Ce que dit monsieur n'est pas idiot non plus. C'est peut-être sur des produits, un ensemble de produits, se battre, et avoir l'IGP, béret, Alors ça, l'espadrille. le problème du béret, c'est Mais que alors le là, béret ça va basque, être- il est fabriqué à Naï. Le Le béret basque, il est fabriqué à Naï encore. Il n'y en a pas de fabrication base du béret basque au Pays basque. à Oloron, Oui, mais c'est pas au Pays basque. chez Lolaire. Oui, mais c'est pas. Et Naï, c'est fini. C'est-à-dire 90% de sa production, ça vient de Chine. Non, mais donc, vous voyez, il y a des choses qui évoluent. Bon, c'est compliqué, effectivement, mais moi, je voudrais qu'on puisse bénéficier. D'abord, ça paraît un peu logique. Après, effectivement, il faut pouvoir prouver que la chaîne de production est bien sur place, parce que c'est pas tout de le mettre en place. Et une fois que c'est en place, il faut qu'il y ait un suivi aussi derrière. Voilà, donc pour l'IGP. Alors après, si vous avez des questions par rapport à ce qu'on vient de dire, autrement, on peut passer à la phase production, que je vous explique un peu comment on tisse. Alors ici, c'est pas un grand, vous allez voir, c'est pas un grand tissage. Oloron, c'est quand même un peu plus important. Mais ici, on a 5 métiers, on pense monter à 6 ou 7. Et on restait là pour l'instant. Mais enfin, la production se répartit entre les deux sites pour la même collection. Alors il faut savoir qu'on est tisserand pour notre collection, l'article 1910, mais on est aussi tisserand en façon. C'est-à-dire il y a d'autres marques, et là aussi ça pose un problème justement, il y a d'autres marques pour qui on tisse une partie de la collection. Donc on se dit, ces gens-là, qui ont une partie des tissus qui sortent de chez nous, peuvent revendiquer l'IGP, mais si le reste de leur production n'est pas fait dans la région, quid? Est-ce qu'il faudra que les produits sortant de chez nous soient IGP et pas les autres? Je ne sais pas comment on va. Là, ça va. Parce qu'eux, ils vont venir nous taper à la porte. On dit, attendez, ça sort de chez vous, donc on est IGP. Et là, ça va être compliqué, effectivement. Ça, c'est J'ai plus pour ce qui sort de chez vous. Ouais, mais c'est pour le contrôle derrière. Ça va pas être gagné. Alors voilà, donc. Oui, parce que ça sera au mètre. Oui, voilà. Nous, on envoie des métrages qui sont transformés chez eux. Bon, encore ceux-là, ça va, quand ils confectionnent sur place et qu'ils transforment sur place. C'est pas le cas de tout le monde. Donc, c'était pour dire, on a ces deux activités sur place pour notre collection, plus les collections extérieures, le tissage à façon. Alors, bon, pour ce qui est de la production, là, c'est pas un bon exemple, mais en fait, c'est de l'écru. On reçoit, moi, je passe chaque année d'une commande de coton. C'est-à-dire c'est par marché que ça marche, sur l'année. Et ensuite, on nous livre le coton au fur et à mesure que j'envoie à teindre à Naï, la teinturerie Le Père à Naï.
Et j'y tiens aussi, et je tiens aussi à le faire travailler parce que j'ai tout intérêt à ce qu'il reste sur place. Parce que c'est un artisan teinturier, on se suit, les deux familles se suivent depuis 3 générations. Donc on travaille avec lui pour le pratiquer la chose, mais aussi faire fonctionner. Moi je cherche dans la mesure possible à faire tourner les gens qui sont dans la région, et c'est un peu normal. Donc je reçois du coton écru. Alors là l'origine c'est indien, c'est pas basque pour le coup. C'est indien. Alors l'égyptien aujourd'hui c'est un peu compliqué. Alors le meilleur coton effectivement c'est l'égyptien. Pourquoi c'est le meilleur? Parce que c'est le coton qui a les plus longues fibres. Et plus la fibre est longue, meilleur est le coton. Mais aujourd'hui les appros sont plus qu'aléatoires en Égypte. Donc si vous commandez, moi je peux pas me permettre de commander un container de l'Ouzbékistan, mais j'ai laissé tomber parce que c'était pas terrible à l'époque, mais bon, ça tourne. Donc c'est indien, c'est ce qui correspond, et ça fait 3 ou 4 ans que je suis cette origine-là. Et de toute façon, dans le monde, il n'y a pas énormément d'origines. Il faut savoir que les 5 premiers producteurs font 80% du coton mondial. Donc il y a la Chine, évidemment, qui n'exporte pas le coton, au contraire, qui achète du coton, qui est le premier producteur tout en achetant du coton. Après, il y a les États-Unis, il y a le Pakistan, l'Inde et le Brésil. Bon, qui sont parmi les premiers. Après, il y a l'Ouzbékistan, il y a des pays plus petits qui font aussi du coton. Donc, cette qualité me convient bien, donc on la suit. Et je reçois au fur et à mesure le coton que j'envoie chez un teinturier. Alors, le teinturier, c'est, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, la teinturerie Le Père à Naï. Donc, ça, c'est filmé chez lui. Donc, dans un premier temps, il va recevoir le coton sur colle carton comme ça et le rebobiner sur des colles teinture, tonnes plastique qui pourront aller à la teinture. Donc, on le voit, les bobines sont positionnées sur un râtelier comme vous l'avez ici. Donc, après bobinage sur un cône teinture. Et après, il y a une injection du coloris, c'est pas par trempage, c'est par injection par le dessous et l'extérieur à la bobine. Et c'est pour ça qu'il y a des cônes perforés, parce que l'injection du colorant par le dessous fait que ça va diffuser dans la bobine. Mais c'est quand même assez mystérieux, parce qu'on arrive quand même à avoir une uniformité du coloris sur toute la bobine, parce que c'était en bloc comme ça. Voilà, et je ne sais pas par quel miracle on arrive à avoir depuis le début, parce qu'il faut savoir quand même que sur une bobine comme ça, le fil qu'on utilise, il y a à peu près 16 000 mètres de fil. Depuis l'intérieur de la bobine jusqu'à l'extérieur, on a le même coloris. Enfin, quand ça n'arrive pas, je renvoie le bobine et est obligé de retremper. Mais c'est comme ça que fonctionne la teinture chez Le Père. Donc il faut savoir qu'on a aujourd'hui une palette quasiment de 60 coloris différents, ce qui est très lourd à gérer. Et que moi, mes commandes que je passe à la teinture, c'est à peu près de 25 kg de passes, ce qu'on appelle des passes, c'est une quantité de coloris, de 25 kg jusqu'à 600 kg au coloris en fonction de mes programmes de tissage. Voilà. Donc, il faut qu'on établisse le programme de tissage bien en amont, savoir combien de coloris il me faudra dans le mois ou le mois et demi qui suit, parce qu'il y a quand même un délai, il y a une certaine inertie en tissage, et en teinturerie en particulier. Il faut que le coton arrive au fur et à mesure. Voilà. Sachant que nous, on a des modèles jusqu'à 12 coloris sur une nappe. Donc il suffit qu'il en manque un pour qu'on puisse pas lancer en production. Donc on ne peut pas trop se le permettre. Alors, là, c'est allé un peu vite. Nous, le travail, une fois qu'on a les coloris, le premier travail, c'est l'ourdissage. C'est-à-dire, là, mais tout ça, je vais vous le réexpliquer sur place, parce que là, c'est pas très clair. C'est-à-dire qu'avec cet appareil qui s'appelle un ourdissoir, on va préparer les rouleaux de fil qui vont à l'arrière du métier à tisser. Sachant que pour une nappe de 160 de large, il nous faut quasiment 4000 fils sur la largeur. Donc pour faire ces rouleaux de 4000 fils, on est obligé de passer par cet appareil. Une fois qu'on a ces rouleaux de fil qu'on vient placer à l'arrière du métier, on a une opération de nouage, c'est une machine à nouer, qui, lorsqu'on termine un rouleau et que l'on commence un nouveau, va nous nouer ces 4000 fils. C'est-à-dire que quand on arrive avec un nouveau rouleau, il faut renouer les 4000 fils, et une fois qu'on a les 4000 nœuds, on passe tous les nœuds et on redémarre un nouveau coloris. Hein? Mais bon, tout ça, je vais vous l'expliquer plus précisément. Alors, ces fils qui vont arriver du rouleau à l'arrière, ce sont les fils de chaîne, c'est-à-dire dans le sens de la longueur du tissu. Et le principe du métier à tisser, ça va être d'insérer une trame dans le sens de la largeur, c'est-à-dire là, le battement des cadres va permettre une séparation des fils de chaîne, et pendant la séparation, on va insérer la trame qui fait que l'association chaîne et trame va donner le tissu à l'avant du métier. Hein? Donc on le voit ici, ces battements,
Ça fait qu'il y a une séparation, insertion, et ensuite les fils de chaîne vont emprisonner la trame, et à l'avant va sortir le tissu. Donc il faut savoir que ce tissu, on va ensuite l'enlever et le vérifier en sortie métier pour savoir s'il y a des défauts. Quand il y a des défauts, les réparer éventuellement, ou les signaler pour la confection ou pour les clients à qui on va renvoyer des rouleaux. Si vous voulez, on va partir d'un rouleau sortie métier à peu près de 150 à 180 mètres et on va en refaire des rouleaux de 30 à 50 mètres suivant l'utilisation derrière. Mais ce sera un tissu qui aura été vérifié et marqué en fonction des défauts. Et ensuite, ça part à la confection pour la transformation de ces tissus en produits finis. Alors il faut savoir que nous, on a deux stylistes qui travaillent sur les rayures, qui sont de Cibourg. On fait travailler les gens d'ici. Donc, ça leur fait moins loin pour venir vous voir. Donc, elle travaille sur les collections. Aujourd'hui, on finit de travailler sur la collection 2014. On est en train de terminer les derniers modèles. Et une fois qu'on aura arrêté les échantillons et les tissus pour 2014, on arrêtera les produits qui composeront la gamme 2014. Donc, et on commencera à tisser, normalement en fin décembre, début janvier, le 2014, les nouveaux modèles 2014. Il faut savoir que dans une collection, aujourd'hui, on a quasiment une trentaine de modèles différents. On en enlève 6 à peu près, et on renouvelle, on garde le cœur de collection. Ce qui a mal fonctionné, on l'évacue et on le remplace par de nouveaux modèles, et c'est ainsi qu'on fait vivre nos collections. On ne remplace pas une collection complète. Et c'est collection d'été, parce que l'hiver, le linge masque, c'est quand même pas la période la plus active. Donc on se prépare généralement, parce que la saison ici c'est avril à octobre, fin octobre. Voilà. Novembre ça tombe déjà bien. Voilà un peu comment on s'organise au niveau de l'atelier. Est-ce que vous avez déjà des questions? Autrement, même le mouton ne s'en remet pas. Si vous avez des questions, autrement on peut passer à l'atelier, voir le fonctionnement des métiers à tisser. Oui. Il se posait des questions ici, ils sont plus calmes que là-bas. Non, mais le calme, ça va pas être... Il y avait une coutume au Pays Basque, tous les attelages de bœufs étaient recouverts de menthe à bœuf. Ouais, je ne l'ai pas dit, c'était la manta, qu'on appelle maintenant la menthe à bœuf. Les possessions basques, il y avait les gens qui sortaient le linge aux fenêtres pour honorer, disons, la possession et pour... disons, se vanter un petit peu de leur... Alors ça, bon alors, il y a pas mal... C'était souvent du tissu blanc, du lin, ou avec des rayures bleues. Après on disait qu'il y avait des rayures de couleurs différentes suivant que c'était un agriculteur. Voilà. En fonction des familles. En fonction des familles, la largeur des rayures jouait aussi, mais enfin on n'a rien de très précis là-dessus. Non, c'est... Bon. Voilà. Après, oui, la menthe à bœuf, effectivement, ça c'était traditionnel et c'est passé du dos des bœufs sur les tables, sur nos tables, avec un changement de matière au passage. Voilà. Oui, il y avait une question. Qu'est-ce que vous voulez dire, monsieur? Ce tissu est très solide, il dure 50 ans. Oui, monsieur. Donc ça n'est que du coton. Non. Nous, en majorité, c'est le coton. Ensuite, on ne fait plus de... Actuellement, on ne fait pas de pur lin. On fait soit coton, soit métis, coton-lin, ce qu'on appelle les métis. Alors, quand on fait du métis, généralement, c'est la chaîne coton et trame pur lin. C'est-à-dire qu'en trame, on met du pur lin, et ça, c'est du lin, effectivement, qui arrive de Normandie. On a encore le lin qui est fait... Enfin, malheureusement, qui n'est plus filé en France. C'est ça qui est terrible. On a le meilleur lin au monde, et je crois qu'on l'envoie filer en Italie et revient en bobine en France. On n'a plus de filature, c'est bien comme le textile. Il faudrait élever du lait en Pays Basque. On va appeler Montebourg. Ouais, bon. Bon, vous voulez qu'on passe à côté? On voit pour le... Comme vous en doutez, alors avec du matériel de base qui est l'ourdissoir qu'on a vu tout à l'heure, que je vais vous préciser un peu, dont je vais vous préciser le fonctionnement, et les métiers à tisser. Alors, comme je vous ai expliqué, cet appareil va nous permettre de réaliser les rouleaux qui sont à l'arrière du métier. Alors là, il y en a un, mais enfin il est quasiment vide, mais enfin on voit que c'est le rouleau qui est à l'arrière, avec toutes les couleurs, ici derrière, et il y a quasiment 4000 fils sur la largeur. Donc pour faire ce rouleau,
Si je voulais faire directement le rouleau de chaîne, je serais obligé d'avoir 4000 bobines sur le porte-bobine. Et comme c'est une impossibilité, on est obligé de faire, on va travailler par petites tranches, ce qu'on va appeler des portées. C'est-à-dire que déjà l'opératrice ici va prendre une fiche d'ourdissage qui lui indique le nombre de fils et les différentes couleurs dont elle va avoir besoin pour réaliser le modèle. Ensuite, elle va les positionner sur le cambre d'une façon très particulière. Pourquoi? C'est-à-dire qu'il faut qu'elle fasse attention qu'en fonction de l'endroit où elle va mettre les couleurs, il faut qu'ici sorte la rayure telle qu'on la veut pour la rayure. On le voit ici apparaître, même avec les fils, on voit apparaître les rayures qu'on va retrouver ici sur le tambour. Donc, il y a une façon particulière de disposer, ça c'est assez long, parce qu'il faut déjà positionner toutes les bobines, ensuite les nouer. Et une fois qu'on a noué les bobines, on tire tous les fils, parce qu'on ne les repasse pas à chaque fois, et heureusement, parce que là ça serait impossible. Donc on noue les bobines, et ensuite on tire les nœuds, et on redémarre, quand on redémarre un nouveau modèle. Quand vous dites vous nouez, ça veut dire? On fait un nœud du tisserand, c'est-à-dire à la bobine. Parce que si vous voulez, à chaque fois qu'on change de modèle, on enlève toutes les bobines, on remet les nouvelles, les nouveaux coloris, et il faut renouer chaque bobine avant de repasser tous les fils. C'est-à-dire 4000 nœuds. Comment? Ça fait 4000 nœuds. Non. Vous n'avez pas bien écouté. Comme Si, oui, non, on oui. n'a pas Enfin, les 4000 bobines. oui, d'accord, mais en fait, ça fait 4000 fois. Non, Non? on les noue qu'une fois. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire on aura, par exemple, c'est ce que je voulais vous expliquer. On va imaginer qu'on a 400 bobines, bon, pour simplifier. Donc on va nouer tous les fils, on va les faire passer dans ces différents peignes et on va, en les tirant, on va obtenir ce qu'on appelle une portée. Voilà, ça c'est une portée. Donc cette portée, elle fera 400 fils, d'accord? Et nous, on veut 4000 fils à l'arrivée. Donc, une fois que ces fils sont en place, on a ce râtelier ici, on prend les fils, on imagine qu'il n'y a pas ces fils là-dessus. C'était un exemple que j'avais fait. On va attacher ces fils sur ce tambour. Parce que ce tambour tourne. Hein. Donc on va attacher les fils dessus. On va programmer le métrage que l'on veut pour le rouleau, sachant que nous on va de 300 à 1100 mètres de fil. On peut faire des rouleaux de 1100 mètres. Et on va attacher cette première portée. On va la rouler sur ce tambour. Arrivé à 500 mètres, si on a programmé 500 mètres, la machine s'arrête. Je coupe mes fils, je déplace mon chariot, je raccroche et je fais la même opération. Donc j'aurai déjà 400 fils ici et 400 qui vont venir se coller au précédent. Donc ça fera 800. Et quand je l'aurai fait 10 fois, j'aurai mes 4000 fils sur le tambour. D'accord? Et une fois que j'ai mes 4000 fils sur ce tambour, je reprends les fils, je vais les accrocher sur un rouleau vide que j'aurai mis de l'autre côté de l'ourdissoir et je vais le transfert du tambour sur le rouleau. D'accord? Et ensuite, cette ensouple, ce qu'on appelle une ensouple, je vais la mener derrière mon métier pour pouvoir redémarrer avec une nouvelle couleur. D'accord? Vous comprenez le principe? Les 400, comment on les assemble? Non, moi j'ai pas compris. Les 400, vous les avez, ils sortent ici, madame. Oui. Voilà, vous les avez là. Donc vous allez les sortir ici devant. Vous allez les accrocher. Ils vont se rouler, 400 vont se rouler en même temps. Bon, arrivé à la fin, je coupe mes 400 fils, je déplace, je raccroche et je reroule 400 fils. Ils viennent se coller à... C'est donc 400 identiques. Ah oui, enfin, là je vous le fais simple. D'accord, parce que sinon vous remodifiez. Je vous le fais simple parce que normalement l'ourdisseuse, son boulot c'est d'abord elle va avoir du beige, ensuite des rayures, on le voit ici, des rayures roses, ensuite du beige. Donc c'est à elle ici de faire son tri, de prendre les couleurs dont elle a besoin pour faire sa bande. Vous voyez ce que je veux dire? Et à chaque fois, ouais, parce que moi je vous l'ai fait simple comme si on faisait de l'uni quoi. Mais à partir du moment où vous avez des rayures, c'est plus du tout la même chose, c'est pas en 10 fois. Quelquefois, on est obligé de faire 60 ou 70 portées pour faire 4000 fils. Parce qu'on va faire un peu de rose, un peu de beige, et donc à chaque fois, on est obligé de rerouler, couper. D'accord? Vous comprenez le principe? Voilà. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Et ensuite, une fois qu'on a fini, généralement, on est obligé de tout changer pour faire un nouveau modèle et tout évacuer. Et ça, c'est long. Bon, il faut savoir faire un rouleau de 1100 mètres, il faut à peu près 1 jour et demi. Entre la préparation à deux, placer les bobines, ourdir, ensoupler, c'est à peu près 1 jour et demi, en moyenne. Plus ou moins suivant la complexité des rayures. Plus il y a de couleurs et plus il y a de rayures, plus c'est complexe et plus c'est long à ourdir. C'est logique dans ce qu'on expliquait tout à l'heure. D'accord?
Est-ce que vous avez des questions par rapport à Il n'est pas l'eau? possible d'automatiser, formatiser ces manifs. Oui, ça existe, mais uniquement, généralement, sur de l'uni. Dans les très gros tissages, ils ont une automatisation ici, du principe de placement. Ça s'enroule tout seul, ça s'arrête, ça coupe, ça déplace, le chariot se déplace seul. Mais dès que vous avez ce problème, Les assemblages de couleurs. vous êtes obligé d'avoir quelqu'un qui Pourtant, contrôle. l'ordinateur devrait faciliter les choses. Hein. Enfin, Oui, en théorie. Hein. théorie. Dans votre première étape, C'est plus artisanal. dans votre première étape, quelles règles vous suivez pour positionner les mobiles? Comme ça. La règle que je suis, c'est en fonction de ma sortie ici que je veux. Voilà. C'est-à-dire que, voilà, si je veux que des beiges au départ, je suis obligé de les mettre à tel endroit du contre. Vous comprenez ce que je veux dire? Si je veux 30 beiges, il faut que à tel endroit de l'endroit, je mets 30 bobines beiges. Ensuite, je veux 30 roses, hop, je les mets à un autre endroit. Vous comprenez? Et quand on tire, il faut que tout soit positionné tel qu'on le veut. Voilà, il ne faut pas qu'il y ait d'erreur. Parce qu'après, un ourdissage loupé, un tissage, c'est pas rattrapable. Donc c'est un poste très important, minutieux. Il ne faut pas oublier des fils, il ne faut pas en rajouter, ça arrive, mais bon, mais surtout pas oublier le porter, parce que la fille qui suit son ourdissage, il ne faut pas qu'ici, s'il y en a 100, elle m'en mette 80, parce que là, ça passe plus. Ça passe pas. Donc on arrive à rattraper. Enfin, on refait un rouleau que l'on met à l'arrière, enfin bon, c'est peut-être un système, mais voilà. C'est rare parce que sinon on ne peut pas balancer un rouleau de 1100 mètres de fil, hein. Ça serait plutôt embêtant. Les fabricants de machines, ils sont. Alors ça c'est français, on la regarde bien parce que c'est l'une des dernières qui a été faite. Ils n'en font plus malheureusement. Ils font toujours la maintenance mais ils ne font plus de fabrication qui était dans la Loire. C'est les ateliers de Belmont dans la Loire. Et après les métiers à tisser, moi je n'achète que du Dornier qui est une marque allemande. En revanche, ça c'est une très grosse, parmi les plus gros fabricants au monde de métiers à tisser. Et je continue, mais bon, moi c'est des générations de 80, 90, 90, années 90. Parce que bon, des petites décales comme ça, aujourd'hui neuves, ça vaut dans les 800 000 euros. 800 000 euros. Ouais. 800 000. 80 000 euros. Pardon, 800 000 c'était beaucoup. Ah oui. C'est 80 000 euros, ce qui est beaucoup pour moi. Donc il y a un marché de l'occasion et moi j'essaie de suivre au fur et à mesure en rachetant de l'occasion. Et la fiabilité. Là, c'est super. Aujourd'hui, par rapport au métier que j'avais en 89 où il y avait les cadres en bois, c'était des petits crochets avec des chaînes qui les tiraient, qui cassaient régulièrement. C'est le jour et la nuit, quoi. Au niveau productivité, qualité du travail, là c'est quelque chose. Non. Et fiabilité, je pense que je serai mort, ils tourneront encore. C'est sûr. Si vous les entretenez, vous mettez la graisse qu'il faut, l'huile qu'il faut, ça peut tourner éternellement. Ah, c'est 100%. Ah oui, ça c'est fabuleux. J'avoue que ça a été une révolution au niveau productivité par rapport à ce que tissaient mon grand-père et mon père avec des métiers. Avec ce genre de métier, un tisserand peut suivre 8 à 10 métiers. Suivre, hein, attention. Hein. Après, il faut quelqu'un qui l'aide à mettre les rouleaux, à venir nouer, mais enfin, un tisserand pour surveiller peut faire fonctionner 8 à 10 métiers comme ça prend du temps. Autrefois, c'était quasiment une personne par métier, qui était devant le métier, qui chargeait une navette, qui réparait les fils qui cassaient. La panne, c'est un fil qui casse. Oui, la panne, c'est un fil qui casse. Après, il y a quelques pièces d'usure qu'on remplace de temps en temps, mais autrement, globalement, c'est des machines hyper fiables. Un fil qui casse, il se passe quoi? Ah, je vais vous montrer. Ça s'arrête. Je vais vous montrer comment. Au départ, quand il n'est pas monté, quand il n'y a rien, on arrive avec l'ensouffle et il va falloir passer les fils dans différentes étapes. Alors, le monsieur qui me posait la question du fil qui casse tout à l'heure, alors première étape, on le fait passer dans une lamelle. Alors, une lamelle, c'est une lamelle métallique comme ça, qui est maintenue en hauteur par la tension du fil. Si le fil casse, la lamelle tombe et arrête le métier. C'est très simple comme principe, c'est électrique, ça s'appelle un casse-chaîne. C'est-à-dire donc si quelquefois le fil qui casse, ça arrête le métier et ça évite de faire des défauts parce qu'un fil manquant en tissage, ça se voit très rapidement. Ensuite, on passe les fils dans une lisse. Alors une lisse, c'est une tige métallique avec un chat au centre
dans lequel on passe les 4000 fils, qui sont ici, les vis, accrochés à des cadres. Alors ces cadres et ces vis, ce qui permet effectivement, comme on le voit ici, étant donné que les cadres ont deux positions haute ou basse, comme en informatique, les fils sont tirés vers le haut ou vers le bas, ce qui crée une séparation des fils de chaîne. Voilà. C'est quand je vous disais tout à l'heure, là on le voit bien, voilà. Et cette séparation est indispensable pour l'insertion de la trame, dans le sens de la largeur. Donc, ça sépare les fils de chaîne. Ensuite, ces fils passent dans un peigne, on le verra dedans. Et c'est à ce moment-là que le métier va insérer la trame. Et on va voir le principe d'insertion. Donc, à ce niveau-là, je crois que c'est plus que... Voilà. Donc, rien de plus à expliquer. Ah oui, vous me demandiez pour la casse. Alors, je vais vous montrer. On va voir si les chirurgiens font le même. Alors, quand il y a un fil qui casse, tout simplement, on voit quelle couleur, c'est pour ça qu'on a toutes les couleurs accrochées là, on voit quelle couleur a cassé, c'est le travail du tisserand, repérer la casse, prendre le fil à l'endroit où il est cassé, à ce moment-là il fait un nœud, il repasse les différentes étapes et on redémarre le métier. Donc l'idée c'est d'avoir surtout un nœud qui passe au peigne, parce qu'il faut savoir que là on a 22 fils au centimètre, c'est-à-dire qu'on a des dents qui ne font même pas 1 millimètre. Et il faut que, quand un nœud arrive, il ne faut pas qu'il se remette en tension et casse à nouveau à l'avant. Donc, pour ça, on fait le nœud du tisserand, qui est un nœud un peu particulier. C'est la première chose qu'on apprend quand on rentre dans un tissage. On croise comme ça, arrière, avant, on pose, là. Bon, alors c'est pas pour le plaisir, c'est pas pour le plaisir de faire la démonstration, mais c'est que si on fait pas ce nœud là, il cassera au peigne et on refait un défaut à chaque voyage. Donc après on coupe juste, on coupe les deux brindilles et on fait. Alors, pour ceux qui vont, il y aura des morceaux de fil pour ceux qui vont essayer. Ouais, alors, l'ennui c'est que quand je le fais au ralenti, quelquefois ça loupe, parce qu'il y a une vitesse d'exécution. On croise d'abord, alors on passe à l'arrière, entre les deux, et après on pousse un seul brin qu'on rattrape avec l'autre pouce. C'est ça là. C'est ça le secret, c'est le... Bravo, c'est bien, il a réussi, même au ralenti. Donc ça c'est un nœud qu'il faut faire. C'est un geste qui est breveté. Voilà, ça, et on va le déposer peut-être. Basque, le nœud les basque. Chinois qui nous le piquent. Le nœud basque. Ils appellent pas ça le nœud chinois. Ah bon. Alors voilà, donc voilà comment on fait pour réparer. Et on redémarre avec un nouveau fil. Ça je vais vous expliquer à quoi ça sert après. Alors, ce qu'on va faire pour l'insertion, on va repasser là, mais on peut faire des groupes de 10 ou 12 personnes. On fera plusieurs fois si vous voulez, pour que je vous montre Les rouleaux, vous les mettez. en haut, en bas, et la séparation. Et le peigne, d'où sortent les fils de chaîne, hein, on les voit. Bon. Et ensuite, au milieu de ces fils, on voit ces deux, ce qu'on appelle des lances. Non, c'est plus des navettes. Hein. C'est des lances, c'est-à-dire ce sont des corps en carbone, là, au bout desquels il y a deux pinces. Alors on va les mettre en position extérieure maxi. Alors il y a la lance d'entrée et la lance de sortie. Alors le fil de chaîne de trame, il arrive de là, il passe ici dans différents freinages. Ici on a un casse-trame électronique. Celui-là il marche au frottement. Dès qu'il détecte un arrêt de frottement, il arrête automatiquement le métier. Et ensuite il y a la lance ici, la pince qui va le prendre. On le voit ici, qui prend le fil, le coupe. Et va l'amener au centre du métier où il y a un transfert de trame, c'est-à-dire la lance de gauche va le lâcher et la lance de droite le récupérer et l'amener côté opposé. Et là on va l'avoir sur toute la largeur du tissu. Une fois que les lances arrivent en bout de course, voilà. Et là on voit le fil de trame sur toute la largeur. À ce moment-là le peigne va s'avancer, les cadres s'inverser et le peigne va venir taper la trame sur le tissu. Et le tissu vient de se former. Et le fait que les cadres s'inversent à ce moment-là, ils se croisent et emprisonnent la trame, ce qui fait que le tissu se forme à ce moment-là. D'accord ? Il faut savoir que nous, ça s'appelle une duite, c'est l'effet d'une frappe de peigne. Et nous, on a des tissus avec 12 duites, c'est-à-dire il y a 12 frappes pour faire 1 cm de tissu. Sachant que on va le faire démarrer à cette vitesse-là, ça fait à peu près du 12 mètres à l'heure.
Voilà, donc là, oui, on fait à peu près 12 mètres à l'heure, bon, sauf casse de fil ou panne mécanique, c'est la vitesse à peu près de sortie de métrage. Alors on voit ce métrage qui sort ici et s'enroule dessous sur un rouleau qu'on appelle rouleau toilier. Alors, ce rouleau toilier, on attend qu'il y ait à peu près 180 mètres de tissu avant de l'enlever du métier et d'aller le passer, comme on l'a vu tout à l'heure, à la visiteuse pour vérifier le tissu avant de l'amener en confection. D'accord? Voilà. Les vérifications, ça se fait sur les 180 mètres. Oui, c'est-à-dire qu'on va redérouler ce tissu. C'est ça, il va se dérouler Et par après, en fonction de. On fait des rouleaux de 30 à 50 mètres, on coupe au fur et à mesure, on le débite en 3 ou 4 rouleaux. D'accord? Voilà. Alors, je ne sais pas si tout le monde a bien vu. Le transfert de trame, c'est complètement mécanique. Ce sont des pinces qui sont. C'est commandé, si vous voulez. L'ouverture et la fermeture sont commandées. Donc, il faut que ça aille vite. Hein, pour que- Oui. il faut Il que y a ça- deux fils de trame. Alors, il y a 2 fils de trame. Effectivement, ici, c'est ce qu'on appelle des. Je crois que vous n'avez pas le choix. Vu comment ça a été demandé. Oui, alors on a donc 2 fils de trame. Alors, ici, on a ce qu'on appelle des sélecteurs de trame, c'est-à-dire ce métier a 8 couleurs possibles en trame. C'est-à-dire que là, on ne fait fonctionner qu'avec une seule couleur de trame, donc on n'a pas besoin de les faire fonctionner, mais on peut programmer un changement de couleur de trame en cours de tissage. C'est-à-dire pour faire du carreau, des choses comme ça. C'est-à-dire on commande par exemple sur le premier sélecteur, sur la première donneur, on commande 50 coups en beige, mais là il faut changer les couleurs ici. Ensuite le deuxième fera 20 coups en rouge et en alternance, ce qui fait qu'à la fin on aura un aspect carreau. D'accord? Donc on peut effectivement sélectionner aussi de la trame en couleur. Ça c'est pas mal pour faire certains aspects différents. Je sais pas, est-ce que qui veut, qui n'a pas vu, bon. Alors voilà. Alors on voit ici la prise de trame par la pince de gauche, qu'on appelle la pince d'entrée, et là le transfert, c'est-à-dire il y a un doigt qui appuie, qui fait ouvrir la lance de gauche, qui lâche son fil pendant que la lance de droite le récupère. D'accord? Et là on l'a sur toute la largeur. Le peigne va s'avancer, voilà. Voilà, et là va venir frapper le fil de trame sur le tissu, pendant que les cadres s'inversent pour... Alors autrefois, effectivement, quand on pense que c'était à la main, et avec un système de navette, effectivement c'est une navette qui passait d'un côté à l'autre. Alors ce principe, ils l'ont adopté, tous les fabricants l'ont adopté, parce que ça permet d'accélérer la vitesse de tissage, sachant que chaque lance fait qu'une demi-course. Autrefois, on faisait un aller, un retour. Donc un aller, on tapait, un retour, on tapait. Alors que là, ça fait juste, donc ça accélère effectivement. Là. Donc ils ont adopté ce principe-là. Voilà. Alors il faut savoir que maintenant, les métiers les plus rapides, ça c'est assez extraordinaire à voir, c'est plus des lances, c'est la trame est accompagnée par des buses d'air tout le long. C'est des métiers à air. Et c'est des buses d'air qui soufflent la trame qui est propulsée à des vitesses et les métiers tapent, là on est à 250-300 coups, ils arrivent à monter jusqu'à 1500, 1600 coups à la minute. C'est-à-dire vous ne voyez pas le peigne, vous ne le voyez pas. Ouais, les derniers ou les autres marques, ils arrivent, mais pas sur du coton parce que c'est une fibre qui ne le supporte pas, mais sur des acryliques, ils arrivent à monter à 1500 coups à la minute. C'est fabuleux. Le jet d'air peut propulser. Ah mais c'est incroyable, c'est une rampe avec des buses tout le long et je ne sais pas comment ils arrivent avec un principe comme ça à propulser. C'est-à-dire que là il n'y a plus de pièces en mouvement, donc ils arrivent à des vitesses fabuleuses. Non, mais c'est bon, c'est genre. Non, mais Il ne va pas savoir. non, je ne vous en dirai pas plus. C'est sûr. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Ah oui, alors ces deux petits rouleaux ici roses de chaque côté, c'est des fils qui arrivent, c'est une dizaine de fils qui arrivent en bout de peigne
qui sont plus tendus que les autres et qui permettent au moment où les lances arrivent en bout de course et que lâche le fil de trame de le maintenir en tension au moment de la frappe. Sinon il se mettrait en vrille parce que le coton ayant une certaine élasticité, il aurait tendance à rentrer et à faire un défaut au moment du tissage. D'accord? Voilà. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Je suis prêt à y répondre. Oui, quand Oui. vous dites que le fil indien vous donne satisfaction, ça veut dire qu'il ne casse pas trop. Alors oui, non, voilà, l'intérêt c'est peu de nœuds, des nœuds bien faits, parce que si vous voulez, les nœuds lorsqu'ils filent, au moment de la filature, les broches font des nœuds automatiquement. Et quand les broches sont mal réglées, ça vous fait des nœuds qui ont des problèmes de passage. Voilà. Donc première condition, c'est qu'il y ait le minimum de nœuds qui soient bien faits, et après qu'il y ait une régularité dans le fil. Il faut pas. Moi, ce que j'utilise, c'est ce qu'on appelle en numérométrique 2,28, c'est-à-dire du 14 mm au kilo. Il ne faut pas que mon fil fasse 18 mm sur 500 mètres, 12 mm au kilo. Vous voyez, il faut qu'il y ait absolument une régularité, sinon ça se voit sur le tissu. Voilà. Il faut qu'il y ait une grande. Alors, c'est à ce niveau-là qu'il faut que. Et après, la résistance. Il faut que ça soit résistant. Donc, que les fibres utilisées soient suffisamment longues pour me donner un fil résistant. Là, on est à peu près 1 kg, 1,2 kg de résistance. Voilà. Pour donner une ordre d'idée. Et c'est comme ça qu'on détermine une qualité de fil. Alors, il m'est arrivé, il y a 5 ans, d'être obligé de changer. La qualité ne me convenait plus. On était sur du thaïlandais, je suis passé à de l'indien parce qu'il y a eu un problème. Alors, je ne sais pas si c'est à la filature ou à l'origine du coton. Toujours est-il, j'étais obligé de changer de qualité à ce moment-là. Ça peut arriver. C'est pas une matière. Si vous changez de qualité de fil, il faut tout reprendre le réglage. Non, c'est pas nécessaire. Non, c'est pas nécessaire. En revanche, on peut avoir des problèmes de teinture. C'est-à-dire la teinture n'a pas la même réaction sur un fil. Alors là, c'est le teinturier qui s'amuse parce que lui, c'est-à-dire il a des cônes échantillons sur lesquels il faut qu'il se colle à nos coloris. On peut accepter une marge sur un coloris, mais elle est limitée. Il faut pas, parce que quand vous faites un modèle, le modèle suivant, quand vous refaites un métrage 3 jours après, il faut qu'il soit à peu près le même. On ne peut pas accepter. Alors ça peut avoir cette influence-là. Au niveau des métiers, il n'y a pas d'influence particulière. Et justement, ces métiers sont très bien parce que ce système de lance accepte quasiment tout. C'est-à-dire que avec ça, ils ont réussi à tisser du fil d'or. De faire du tissu en fil d'or avec ce genre de métier. Bon, réglé d'une façon particulière, mais le principe, on accepte de l'acrylique. Vous changez de matière, vous arrivez à tisser. Certains métiers n'accepteront pas. Si vous passez du coton à l'acrylique, on vous dit qu'il faudra tout régler, changer les lances. Là, vous arrivez à faire beaucoup de... Il y a une grande souplesse de fabrication avec ces métiers. Le nœud de tisserand, c'est pas un défaut quand le tissu est fini. Alors justement, c'est passage au peigne et après disparition dans le tissage. Il faut bien sûr couper les brindilles, on ne sait pas. Et il disparaît. Et ça on ne le voit pas, franchement. Pourquoi? C'est parce qu'il faut dire aussi que quand on parlait tout à l'heure de la qualité du fil, il y a toujours des nœuds. Vous en aurez toujours, il ne peut pas y avoir de... Voilà, et vous ne pouvez pas avoir de tissu sans un nœud parce que forcément, dans la bobine, vous en avez. Donc ils ressortiront plus... Il faut pas qu'ils, justement, je ne veux pas qu'il faut pas qu'ils sortent. Ils sortent plus ou moins, mais il faut au minimum, c'est le mieux. En revanche, le nœud de tisserand n'apparaîtra pas plus qu'un nœud de... Vous comprenez? Un nœud de bobine. Voilà. Il a quel âge ce métier? Celui-là, il doit être de 90 ou 91. Alors celui-là, c'est un peu la gamme au-dessus de ce que j'avais parce qu'on a une ratière électronique. La ratière, c'est la machine qui commande le mouvement des cadres. Donc aujourd'hui, autrefois, c'était carton perforé. On en a encore un carton perforé qui commande les cadres. Donc on programme ces cartons pour faire le mouvement des cadres qui donne des aspects de tissage différents en fonction de la programmation. Et là, c'est électronique, ce qui nous fait gagner beaucoup de temps. Parce que on arrive avec on a un petit ordinateur qu'on vient brancher sur la machine, on intègre le programme et ça nous donne le mouvement automatique. Et on change comme ça de mouvement parce que c'est lourd avec les cartons. Il y a un carton. C'est allemand. C'est allemand. C'est allemand et ça reste un métier de référence. J'en ai eu jusque dans les années 90, je crois. 80, oui. Oui, ils font beaucoup de choses. À un moment, ils faisaient des avions. Ils faisaient des avions derniers. Et en France,
Les derniers que j'ai eus, c'était la SACM en Alsace. Ils faisaient à Mulhouse. Ils faisaient des MAV, des métiers qui étaient pas mal. Hein. Et après, ils n'ont pas réussi à prendre le virage de ce genre de technique. C'est-à-dire qu'ils avaient une technique plus simple, mais moins fiable. Et ils n'ont pas, ils sont restés sur leur technique. Et à ce moment-là, ils n'ont plus continué. Donc maintenant, c'est les Suisses, les Allemands, les Italiens, les Japonais et les Chinois qui s'y mettent. Les Chinois qui achetaient tous nos métiers d'occasion aujourd'hui, bientôt ils vont nous vendre des métiers neufs. Et c'est allé vite. C'est allé très vite. Voilà. J'espère que maintenant vous aurez bien compris le principe du tissage. Vous aurez une meilleure idée toujours.